Bienvenue sur Just in Tunes, le podcast qui va à la rencontre des artistes et des pros de l'industrie musicale. Ici, on parle de musique, de carrière, de galère, de créativité, de talent et de passion. Je suis Justine, fondatrice du podcast et chef de projet pour les entreprises culturelles et projets créatifs. Chaque semaine, je me mets au défi de pouvoir vous partager un max d'infos et d'inspiration pour propulser vos projets. Je vous laisse et je vous souhaite une bonne écoute. Salut Pierre. Bonjour Justine. Ça va ? Parfaitement, et toi ? Ça va, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour enregistrer cet épisode. Je suis ravie de te recevoir. Je suis ravi d'être là. Merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir, sans plus attendre, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Bien sûr, alors je m'appelle Pierre Niboyer, je suis dirigeant d'une société qui s'appelle Matchplay aujourd'hui, qui fait du conseil en marketing digital, soit à destination d'artistes qui auraient besoin d'un coup de main pour leur stratégie de marketing digital, leur stratégie digitale un peu plus largement, soit pour des sociétés qui souhaitent travailler avec l'industrie de la musique et pour qui, quelquefois, ça peut être un petit peu complexe d'appréhender toutes les particularités de cette industrie et la façon que ça a fonctionné. Donc c'est une société de conseil. Et puis à côté de ça, j'ai un podcast qui s'appelle Explicit. Et Explicit aujourd'hui est un podcast qui est un petit peu la vitrine de cette activité de conseil et qui consiste chaque semaine à proposer un format entre 6 et 10 minutes qui va décrypter, proposer des conseils, proposer des best practices quelquefois aussi, ou juste suivre l'actualité de l'industrie musicale en essayant d'attirer l'attention de gens qui se lancent, qui sont pas forcément aujourd'hui très rompus au fonctionnement de notre industrie, à des sujets assez classiques et aussi divers que le fonctionnement des droits, la façon de penser sa stratégie marketing. Les sujets sont sans fin et sont hyper nombreux, bien entendu. Yes, j'ai très hâte de discuter de tout ça. Est-ce que tu peux me parler un peu de ton parcours, de ce que tu as fait ? Mon parcours est alors assez classique, j'en sais rien. Moi, j'ai une formation de droit des affaires. Après 4 ans et une maîtrise, ça me passionnait pas tellement. J'ai fait un IAE ensuite qui m'a permis d'avoir une double compétence et de pouvoir prétendre à faire des stages en marketing. Mon premier stage en marketing a été chez Warner, chez East West à l'époque, au début des années 2000. J'en suis jamais parti. En tout cas, je suis resté dans l'industrie musicale pendant un peu plus de 7 ans. J'ai été dans des services marketing, soit en label, soit en spécial marketing. J'ai fait du commercial. J'ai un peu touché à tout ce qui pouvait couvrir le spectre des activités marketing en maison de disques. Et c'était hyper intéressant parce que ça m'a donné plein de points de vue différents. Donc ça, c'était hyper riche. À l'issue de quoi, j'ai monté une première boîte de social media community management en 2007 ou 2008, je sais, oui, 2007. Alors c'était marrant à l'époque, on faisait des pages MySpace et c'était le tout début de Facebook, donc autant te dire que c'était des choses assez amusantes. L'objectif derrière tout ça, c'est que je sentais bien que le marketing était en train de changer radicalement, que le digital allait prendre une place folle et que j'avais la sensation qu'à l'époque, en tout cas en maison de disques, on n'avait pas beaucoup de culture, en tout cas peu d'expertise sur ces sujets-là, et que si je voulais aller chercher l'expertise, il fallait que j'aille la chercher ailleurs. Donc au début, c'est passé par une création d'entreprise, ça a vachement bien marché, parce qu'on s'est retrouvé à beaucoup bosser pour l'industrie du luxe, beaucoup bosser pour l'industrie du cinéma, alors très peu pour la musique paradoxalement, mais en tout cas sur des industries qui tournaient autour, entre guillemets, du divertissement, enfin pas pour le luxe, mais pour le cinéma et pour le jeu vidéo aussi, avec qui on a pas mal bossé. Ensuite, j'ai eu l'occasion de rejoindre des agences un peu plus traditionnelles. Alors là aussi, c'était hyper enrichissant parce que ça m'a amené dans ce monde de la publicité et de la communication, et avec en tout cas, ça me permettait de comprendre le jeu de l'agence dans ce rapport-là, et puis de parfaire aussi ma compréhension du digital et surtout du mobile après, parce que c'était quelque chose qui était en train d'exploser. Là, on parle du début des années 2010. Donc il y a une vraie grosse explosion du mobile à ce moment-là. Et puis ensuite, j'ai eu la possibilité de mêler mes deux amours, si j'ose dire, en rejoignant Deezer, qui cherchait quelqu'un pour créer leur service d'artist marketing. Ça, c'était en 2012, et j'ai passé 4 belles années là-bas, qui m'ont semblé être plus d'une décennie, je dois dire, parce que quand on bosse en start-up, c'est toujours très rythmé, mais surtout, c'est des stratégies qui vont durer 5-6 mois, parce que l'environnement change tellement qu'il faut
faut toujours réajuster, repenser ce que tu fais. Enfin, ça m'a appris énormément de choses sur comment conduire ses affaires et puis construire une activité. Et ensuite, il y a eu un projet de vie pour moi qui a consisté à rentrer habiter Marseille, parce que je suis marseillais d'origine, et j'avais envie de mêler là aussi le meilleur des deux mondes, donc d'avoir le confort de la vie marseillaise avec l'attractivité, évidemment, quand c'est dans l'industrie de la musique, de la vie parisienne. Donc aujourd'hui, je partage ma vie entre ces deux belles villes, et donc j'ai créé Matchplay à ce moment-là, dont je t'ai rapidement parlé tout à l'heure, et dont je m'occupe aujourd'hui à plein temps avec mon podcast par ailleurs. Voilà. Ok. Comment est-ce que tu as débuté dans la musique et pourquoi ? Est-ce que tu es issu d'une famille de musiciens ? Pas du tout. Moi, non. Moi, je suis issu d'une famille de médecins. Je suis passionné de musique depuis que je suis tout petit. J'en écoute énormément et j'ai toujours été hyper curieux. Tout ce qui tourner autour de la musique, mais je n'avais jamais envisagé que ça pouvait constituer un métier. Ça a été une rencontre à la fin de mes études de quelqu'un qui avait fait un stage dans la musique et qui m'a dit, mais écoute, si tu cherches un stage, moi je peux te brancher avec des gens chez Warner qui chercheront certainement des stagiaires, et puis si tu fais l'affaire, ils seront ravis de t'accueillir. Donc c'est comme ça que ça a commencé, par hasard. Et c'est peut-être, certes, en tout cas à mon sens, c'est aussi pour ça que ça m'a plu. C'était quelque chose qui était absolument pas prévu. Et j'aime bien les choses qui sont pas prévues, moi. Une affaire de hasard et de rencontre. J'ai l'impression que c'est récurrent au niveau des épisodes du podcast, en tout cas dans les récits. Ta première société, tu disais que tu l'avais lancée et que paradoxalement, tu n'avais pas forcément de contrat dans la musique. Est-ce que c'était pour une raison particulière, c'était les réseaux qui manquaient ? Non, parce que je pense que, en fait, j'ai monté cette boîte au moment où la musique était vraiment dans le dur en termes de transition de modèle et de crise amenée par la piraterie. Enfin, en partie, on pourrait revenir là-dessus. C'est un sujet qui est trop large pour le traiter comme ça, mais en tout cas, les baisses de revenus et le rétrécissement de l'activité étaient à son moment le plus ardu, et ils n'avaient pas du tout les moyens, en tout cas certainement pas la volonté de se payer des agences à ce moment-là, quoi. Oui. Le système D, on va dire, prévalait. Donc c'était pas forcément pour un dirigeant d'agence, c'était certainement pas la verticale sur laquelle il fallait aller le plus chasser. Donc passé quelques tentatives, j'ai bien compris que le développement était ailleurs pour moi. D'accord, oui, tu étais peut-être arrivé en place un petit peu plus tôt que prévu. Peut-être que la musique étant en transition à ce moment-là, n'avait pas forcément compris l'impact. Je saurais pas dire, parce que j'ai toujours la sensation que par rapport à d'autres industries, la musique a toujours l'impression que l'industrie musicale a toujours l'impression qu'elle peut faire sans les savoir-faire, en tout cas qu'elle peut s'affranchir de beaucoup d'aides que d'autres industries ne rechignent pas à s'adjoindre, quoi. Le cinéma, le jeu vidéo sont des gens qui fonctionnent beaucoup plus avec des agences et avec l'apport. Alors je n'érige pas en modèle absolu le fait de travailler avec des agences, mais simplement j'ai l'impression que il y a un diagnostic beaucoup plus clair, beaucoup plus rapide et efficace on n'a pas ce savoir-faire-là, plutôt que de dire qu'on va faire tout seul. On va d'abord prendre une agence, on va se concentrer sur ce que nous on sait faire, notre cœur de métier, et puis on va aller payer entre guillemets une compétence externe. Et j'ai la sensation que la musique a très souvent la sensation que, puisque c'est une industrie particulière à bien des égards, évidemment, et que c'est une industrie de divertissement, en fait on peut s'affranchir un petit peu de tout ça. Alors je suis pas capable de dire si c'est une erreur ou pas, mais en tout cas j'ai bien constaté que c'était un fait. D'accord. Est-ce que tu peux me parler de ton métier plutôt de tes métiers au sein de Matchplay ? Eh ben écoute, Matchplay, je l'ai fondé avec un ami qui depuis a quitté la boîte parce qu'il voulait se concentrer sur d'autres choses. À l'origine, en fait, on a créé ça pour faire des playlists influenceurs. Notre idée de base, c'était de dire, en fait, il y a des playlists aujourd'hui hyper puissantes qui sont évidemment détenues par les DSP et chacun prêche pour sa paroisse. Et sur Deezer, tu verras mise en avant des playlists Deezer, la même chose sur Spotify, sur Apple, etc. Et moi, mon idée, c'était de dire, finalement, il y a ces influenceurs qui sont aujourd'hui des vrais moteurs en termes de trafic et en termes de communauté, et qui
d'ores et déjà, en tout cas pour certains, et que j'avais déjà sélectionné, partagent de la musique, mais ne structurent absolument pas leur prise de parole musicale. Et ils ont, à mon avis, en tout cas à l'époque, ils avaient un potentiel dingue à créer une playlist qui devienne en fait un vrai point de curation, et puis qui pouvait derrière présenter un intérêt pour des marques, pour des artistes, pour des labels, etc., etc. On a fait ça pendant 2 ans, et on s'est rendu compte que le marché n'était pas trop prêt à aller investir pour créer des deals d'endorsement entre des influenceurs et des artistes. Ils partaient du principe, comme souvent, mais encore une fois, je reviens à ce que je te disais avant, ils partaient du principe, comme souvent, qu'ils pouvaient faire tout eux-mêmes et qu'ils n'avaient pas besoin de l'aide d'un tiers pour le faire. Donc on a dû pivoter, et le pivot s'est fait sur ce conseil aux entreprises, qu'on faisait déjà beaucoup. On a pu travailler pour des banques, pour l'industrie de jeux vidéo toujours, pour le cinéma encore, parce qu'évidemment, je n'avais pas éteint mes contacts dans ces verticales-là. Et puis à côté de ça est venue en fait l'idée d'Explicit, qui est aujourd'hui une vitrine de Matchplay. C'est absolument pas séparé, mais qui finalement me donne une voix pour des artistes qui, à des degrés et à des stades différents, ont besoin de conseils. Alors ça peut être du conseil complètement gratuit que je donne à travers le podcast, et évidemment quand on me pose des questions, j'essaie d'y répondre tant que c'est pas trop chronophage, parce que les journées sont pas extensibles à souhait, mais auxquelles j'essaie de répondre gratuitement. Et puis après, ça peut donner lieu à des accompagnements plus structurés d'artistes qui ont besoin qu'on les aide au quotidien. Et surtout, au-delà de l'aide, c'est plus une montée en compétences. Moi, mon objectif, c'est d'arriver à partager en tout cas mon savoir-faire avec les artistes pour que rapidement ils aient plus besoin de moi. Mon objectif, finalement, c'est pas d'être le consultant ad vitam aeternam d'un artiste. C'est qu'au bout d'un moment, il soit capable de faire les choses seul, et qu'il structure pour être complètement autonome. Mais ça demande un peu de conseil, un peu d'accompagnement. Absolument. Aujourd'hui, au niveau de Matchplay, qui sont tes clients ? Justement, donc ce sont, comme je te dis, des artistes. Alors je cite pas trop les artistes avec qui je travaille pour une raison très simple, c'est que pour la plupart, ils ont quand même des labels et des structures autour d'eux qui sont censés quelquefois faire un petit peu ce que je leur amène comme conseil. Donc la plupart du temps, je travaille dans l'ombre là-dessus. Un dont je peux parler, avec qui je travaille depuis longtemps et avec qui c'est hyper transparent, c'est Tété, avec qui je travaille depuis maintenant plus d'1 an, et avec qui ça se passe hyper bien. Pour les autres, j'essaie de rester à leur demande, bien entendu, mais je comprends leur demande, plus discret dans la mesure où ça peut les mettre dans une situation délicate si je commence à être trop prolixe sur les identités de mes clients. Ensuite, des sociétés. Alors, ça peut être du conseil, comme on a pu faire pour Modabank, comme on a pu faire pour Electronic Arts, là où c'est des sujets influence et musique, et en fait, comment est-ce que ces boîtes-là, qui ont déjà des agences qui leur amènent des solutions d'influence, peuvent à un moment essayer de prendre la parole dans une verticale divertissement qui est souvent pour leur cible hyper pertinente, et comment est-ce qu'ils peuvent avoir une stratégie qui soit adaptée à ce milieu-là. C'est-à-dire que ma particularité, entre guillemets, c'est d'être capable de donner les codes qui vont avec l'industrie au moment où on décide de travailler ensemble, ce qu'une agence lambda n'est pas forcément capable de faire, parce qu'il faut quand même connaître l'industrie en question. Et puis ça peut aller jusqu'à des missions de conseil plus long terme, comme ce que j'ai pu faire pour The Line. Je sais pas si tu vois ce que c'est, The Line. The Line sont les gens, c'est une super boîte, The Line. Ce sont les gens qui créent des espèces de lignes métalliques qui représentent, alors à l'origine, des skylines de villes. Donc en gros, tu reconnais la silhouette d'une ville. Donc il y a Paris, Marseille, New York, Tokyo, Sydney. Enfin, il y en a, je crois, une 50aine ou une 60aine qui ont été produites à l'heure actuelle. Et en gros, c'est un élément décoratif que tu achètes et que tu vas clouer comme un élément de déco classique dans ton salon, et qui en fait s'offre vachement bien parce que ça te rappelle des souvenirs communs, des relations. C'est quelque chose de très intime, de très personnel, qui est extrêmement basé sur l'émotion. Donc c'est des gens qui ont un énorme succès, puisque je crois qu'aujourd'hui ils ont plus de 800 points de vente dans le monde qui les distribuent. Ils vendent des milliers et des milliers de lines. Enfin, c'est une très jolie boîte. Et le fondateur, Antoine Daniel, avait dans l'idée de reproduire, entre guillemets, ce qu'il avait fait sur les villes, sur la musique. Et il avait créé un prototype. Il avait créé un prototype qui était en fait un spectre musical, toujours avec son traitement
vraiment de la ligne en métal. Et donc l'idée c'était de dire ce qu'on a, en fait la formule qui a fonctionné sur la ville, c'est-à-dire de travailler sur les souvenirs, sur l'émotion, sur les choses partagées entre les individus pour s'en faire des cadeaux et pour que l'objet finalement soit une façon de célébrer ces moments-là ou ces souvenirs-là, peut s'appliquer à la musique également, parce que forcément si tu as un morceau que tu adores, tu seras très heureux de le partager et de l'offrir, en tout cas d'offrir la représentation graphique de ce morceau à la personne avec qui tu adores ce morceau. Donc, et c'est magnifique. Ils sont venus me voir en me disant voilà, on a ce prototype mais on sait pas comment le vendre, on sait pas à qui demander les autorisations, est-ce que tu peux nous aider? Et donc là je les ai accompagnés du prototype jusqu'au produit commercialisé. Ça a été hyper enrichissant parce que c'est la première mission où je sortais vraiment du cadre marketing stricto sensu et où j'étais beaucoup plus force de conseil sur la conception du produit. Alors évidemment, c'est des gens qui ont absolument pas besoin de moi sur tout ce qui concerne la conception du produit. Enfin, ce sont des gens qui sont assez fabuleux sur les produits qu'ils proposent, mais sont des gens que j'ai pu conseiller en leur disant voilà, au début, un truc tout bête, tu vois, c'était de dire ils avaient dans l'idée de mettre le nom du groupe et le nom du morceau. Mais si tu fais ça, toi qui connais bien les enjeux de droits musicaux, si tu fais ça, en fait, tu es obligé de payer des droits à celui qui détient les droits sur le nom du groupe et à celui qui détient les droits sur le morceau. Et donc si tu fais ça, ton PNL, il est grévé de 2 fois la somme, puisque évidemment chacun va toucher la même chose. Donc je les ai conseillés, tu vois, pour te donner une idée du travail que j'ai fait, alors entre autres évidemment, mais je les ai conseillés sur le fait de se concentrer uniquement sur le nom de l'œuvre, en disant finalement avec des œuvres hyper emblématiques, quand il y a marqué Let It Be sur une boîte, personne n'a besoin de marquer les Beatles, surtout qu'en plus l'obligation légale est de marquer Lennon et McCartney en dessous. Donc finalement, tu retombes sur tes pattes. Voilà. Et c'est ce genre de conseil que je leur ai donné, au-delà du fait que je sois allé négocier les droits évidemment pour eux, et je leur ai fait monter leur deal dans un temps assez record, puisque j'ai eu 4 mois ou 5 mois pour travailler depuis le moment où on s'est appelé, où on a décidé de travailler ensemble, au moment où à Who's Next ils ont sorti non pas à Who's Next, excuse-moi, à Maison et Objet, pas Who's Next, qu'est-ce que je raconte, excuse-moi, à Maison et Objet, où ils ont sorti leur gamme musique, c'était je crois septembre 2019 si je dis pas de bêtises. Donc j'ai eu l'occasion de continuer à les accompagner sur d'autres choses depuis, mais ça a été c'est un bon exemple entre guillemets d'émission que je peux faire pour des boîtes qui cherchent à travailler avec l'industrie et puis qui savent pas par quel bout prendre l'histoire. Merveilleux. Pendant que tu étais en train de me raconter l'histoire de The Line, et c'est magnifique, j'adore, je ne connaissais pas du tout. Je pense que ça a été hyper inspirant et comme tu l'as dit, ça sort de ce que tu as eu l'occasion de faire auparavant, donc ça t'a permis de toucher à d'autres choses. Enfin, moi je trouve que c'est génial. Mais ce métier d'accompagner des gens dans un domaine qu'ils ne connaissent pas, il faut surtout pas faire l'erreur de faire comme si tu connaissais tout le temps. Je pense que c'est hyper important de dire quand tu ne sais pas et de faire valoir que bien heureusement tu as le réseau pour avoir l'information et que c'est aussi ça que les gens s'offrent. Je suis d'accord. Repartons un petit peu sur Explicit. Comment tu as monté ce projet ? Écoute, j'ai monté ce projet parce que j'ai un espèce de petit fantasme radio depuis que je suis enfant, sans jamais avoir trop posé en tout cas passer à l'acte. Et je voyais bien que d'une part, le podcast était un format qui avait pas trop pris en France comme ça avait pu prendre aux États-Unis, mais que c'était en train de venir fort. Et je trouvais que la dernière barrière à l'entrée aujourd'hui pour quelqu'un qui était créatif et qui avait du talent musicalement, c'était sa compréhension du business. Et je me suis dit que c'était quand même assez injuste, en tout cas assez bizarre, qu'aujourd'hui tu puisses faire la différence sur ta capacité à... Alors évidemment il y a le carnet d'adresses, mais j'ai pas envie de venir là-dessus, mais sur ta capacité à bien appréhender les enjeux, à bien comprendre. Je trouvais qu'il manquait... ce que j'essaie humblement de faire avec Explicit, mais un petit programme où on décrypte, où on essaie d'expliquer les choses, où on te fait suivre l'actualité, où tu as l'impression en fait de suivre un peu l'actualité de l'industrie au fur et à mesure qu'elle se passe. C'était une façon aussi d'aller chercher toutes ces ressources que j'ai l'impression peu de gens lisent finalement. Enfin, en tout cas, c'est les retours que j'ai par rapport à mon podcast. Toutes ces ressources anglo-saxonnes que moi forcément je lisais avant Deezer et encore plus au moment de Deezer sur tout ce qui se passe dans l'industrie dans le monde entier, et de voir ces tendances-là et de voir avant qu'elles
elle s'impose à nous en France, où souvent, il est un peu trop tard, quoi. Donc, c'était aussi une façon pour moi de faire de la veille, hein, bien entendu, parce que ça me fait d'une pierre deux coups, forcément, quand je prépare Explicit, je fais une veille qui est hyper précieuse. Et voilà, l'objectif, c'était de proposer ça et de dire que, somme toute, ça faisait aussi une vitrine sur mon activité de conseil, que finalement, plutôt que de dire je fais du conseil, viens et ça va être génial, je préférais commencer à donner des conseils aux gens gratuitement en leur disant si ça t'intéresse, on peut en parler plus longuement. La démarche me semblait plus logique. Comment est-ce que tu choisis tes sujets ? Alors ça a été assez compliqué parce qu'au début j'étais dans l'idée de me dire je vais faire un sujet par semaine, j'avais envie de fouiller le truc en me disant finalement en faisant de 6 à 10 minutes t'as le temps de moduler. Si un sujet entre guillemets n'est pas apte à durer 10 minutes, tu peux réduire. Et puis je me suis rendu compte assez rapidement que j'étais un peu esclave de ce mono-sujet. Dans la mesure où, malgré tout, c'est très difficile chaque semaine de trouver un sujet qui va pouvoir tenir toute la durée du podcast. Donc très rapidement, je suis allé sur un multi-sujet en me disant que ça me permettrait aussi de suivre l'évolution des sujets. Parce que je suis dans un podcast qui est un podcast de flux, c'est pas un podcast de stock. C'est ce que je vais te dire en janvier sera plus forcément valide en novembre. Donc ça me permettait aussi de revenir sur les sujets quand je me rendais compte que j'avais dit une connerie, de revenir dessus, de dire non, en fait les choses ont changé, ou en tout cas les choses se sont précisées. Et donc ça m'a permis en fait de suivre en toile de fond certains sujets. Alors ce qui est marrant, c'est que tu parles de choisir les sujets, mais je me rends bien compte, alors peut-être que c'est inconscient, mais je me rends bien compte qu'il y a des sujets qui me choisissent plus que ce que c'est moi qui les choisis. C'est-à-dire que j'ai une appétence pour certains sujets depuis que j'ai fait ça qui est assez hallucinante. Je me suis amusé là pendant le break de l'été à regarder justement tous les sujets que j'avais faits, et je me rends compte qu'il y a 3-4 sujets qui reviennent de façon hyper récurrente, mais sans que je l'ai vraiment prémédité, qui est les modèles de rémunération du streaming et tout le débat qu'il y a autour de ça, parce que je trouve que c'est un débat qui est mal posé à la base et donc qui mérite d'être qui a entre guillemets d'être discuté et d'être débattu, mais qui je trouve est mal posé du début. Les ponts aussi avec les autres verticales du divertissement. Je trouve que les sujets qui consistent à voir les ponts qu'il y a entre la musique, le gaming, le cinéma, etc. sont hyper intéressants, hyper riches, et qu'on a toujours l'impression, et je trouve que c'est un peu triste, que c'est réservé à des superstars internationales. Alors c'est des sujets dont on parle et dont je parle la plupart du temps, mais si ça peut être inspirant pour des artistes de plus petite envergure, d'aller faire des deals même avec des jeux de plus petite résonance, mais qui sont hyper spécialisés, qui peuvent leur permettre de toucher une communauté qui correspondra aux fans qu'ils peuvent avoir, je pense que ça a du sens. Et donc ça, c'est un autre sujet qui revient énormément. Et puis après, moi, il y a un sujet aussi que je traite beaucoup, mais qui me fascine, c'est que depuis l'explosion des plateformes de streaming, enfin, elle n'est pas terminée, hein, mais elle est en cours. Mais avec l'explosion des plateformes de streaming, l'internationalisation du public fait que le potentiel pour un artiste d'avoir rapidement une audience mondiale a jamais été possible de cette sorte, quoi. Les possibilités aujourd'hui sont dingues. Alors il y a énormément de concurrence, puisqu'il y a 40 000 à peu près nouveaux titres qui sont ajoutés par jour sur les plateformes, bien entendu. Mais les opportunités sont tout aussi dingues. Donc je pense qu'il y a un vrai sujet là-dessus. Il y a des vraies tendances qu'il faut suivre. La montée de la musique latine depuis quelques années et un vrai sujet, une vraie tendance, et qui n'aurait pas été possible, je pense, sans le streaming. La K-pop, c'est un peu différent, parce que ça avait déjà commencé un peu avant, mais la toute-puissance, en tout cas, des groupes dont je parle souvent, BTS, de Blackpink, etc., je trouve que c'est hyper intéressant de voir comment ces gens-là et comment des cultures qui sont pas les nôtres, alors quand je parle des nôtres, je parle des cultures européennes et anglo-saxonnes de la musique, des cultures qui sont pas les nôtres, je pense notamment aux asiatiques, mais j'avais aussi fait un sujet sur la musique africaine qui est hyper intéressant à d'autres égards, viennent aussi remettre en question des modèles qu'on croit comme étant des modèles entre guillemets qui marchent à chaque fois, et en fait ces cas-là et ces choses-là et le succès de ces groupes-là en Europe et aux États-Unis vient montrer qu'il y a plein de certitudes qu'on pensait entre guillemets établies, sur lesquelles on revient un petit peu. Donc je trouve ça assez passionnant, et c'est un peu vers ça que j'essaie d'aller, c'est de dire finalement vous avez évidemment beaucoup de chances de passer inaperçu. Ça, malheureusement, c'est la vie de n'importe quelle personne qui se lance et qui veut proposer ses créations sur des plateformes comme ça. Mais d'un autre côté, l'opportunité est tellement folle qu'il faut bien regarder
entre guillemets, il faut bien être conscient du potentiel que ça, et il faut toujours garder en tête que ça peut payer très fort. Oui. Pour préparer tes sujets de podcast et aussi pour nourrir ton expertise, tu as dit il y a quelques secondes que tu réalisais une veille digitale. Comment est-ce que tu la réalises? Où est-ce que tu vas chercher tes informations? Est-ce que tu as des petits tips à nous donner à ce niveau-là? Il y a quelques petits trucs qui sont vachement bien. Bon, évidemment, je me sers de Google Alert avec une série de podcasts une série de mots-clés que j'ai configuré et que j'invite chacun à configurer, parce qu'en faisant un truc un peu intelligent par rapport au sujet qui t'intéresse, tu peux vraiment avoir quelque chose d'hyper précis. Ensuite, il y a pas mal même en France, il y a pas mal de ressources. Il y a l'IRMA qui fait une newsletter alors c'est pas forcément ce dont je me sers le plus, mais je tenais à en parler parce que elle est hyper, je trouve qu'elle est hyper complète et il manque jamais beaucoup de choses. Une newsletter qui est faite par l'IRMA et qui te propose plein de sujets qui est vraiment bien. Et là, en ça, ils assurent bien leur mission, je trouve. Et puis après, évidemment, les médias musicaux internationaux un peu classiques. Voilà, évidemment, il y a Rolling Stone qui est hyper bien, il y a Music Business Worldwide qui est bien. Enfin voilà. Bon, après, ils ont pignon sur rue, donc tout le monde les connaît. Mais il faut surtout, moi, je pense que le type, c'est de vraiment s'en faire une routine. C'est-à-dire que moi, ma routine, c'est d'y passer 1 heure chaque matin. Avant d'amener mon fils à l'école, j'ai 1 heure chaque matin à regarder à minima les titres. C'est-à-dire que je lis pas les articles, mais je vais balayer les titres et je me les envoie. Et après, ça me permet de faire un premier tri, en fait. Et je pense que c'est un bon moyen d'aller chercher l'info qu'il te faut. Ce qui me permet de transiter sur ma question suivante, qui était comment est-ce que tu t'organises entre tous ces projets et toutes tes responsabilités? Alors, il y a Matchplay, il y a Explicit, il y a ta veille, il y a ta vie de famille, il y a tes clients. Comment tu fais? En fait, ce qui est marrant, c'est que c'est pas un rythme qui est régulier. C'est vraiment des coups de l'assaut, quoi. Il y a des moments où voilà, on dort pas beaucoup, et d'autres moments où franchement le rythme est plus cool, mais j'essaie de m'organiser pour m'avancer. Maintenant que j'ai un peu d'expérience là-dedans, j'essaie de m'organiser pour m'avancer et faire en sorte que j'ai déjà préparé les choses voilà, parce que souvent, je suis pas maître seul de mon emploi du temps, comme forcément j'ai des clients. La seule chose que je sais impondérable, c'est la sortie d'un épisode de podcast par semaine. Après, j'ai des clients qui peuvent me décaler une sortie, me décaler une sortie de clip, des choses comme ça. À ce moment-là, quand ça se passe comme ça, là où je pensais être hyper occupé sur une semaine, je vais l'être un peu moins. À ce moment-là, moi, d'être malin et d'occuper mon temps à soit profiter de ma famille. Non, surtout pas attendre. Ça, c'est la plus grosse erreur, c'est d'attendre. Là, c'est peut-être plus à destination des personnes qui souhaitent se lancer dans la musique, mais plus à un niveau communication et marketing digital, accompagnement d'artistes à ce niveau-là. Quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour bosser dans la communication et dans la musique particulièrement? Très bonne question. Je sais pas si c'est oui, c'est des qualités. Je pense évidemment, faut être curieux, mais ça on le dit tout le temps, c'est un peu bateau, mais malheureusement c'est souvent les choses bateaux comme ça qui sont les plus vraies, mais il faut être hyper curieux. Et puis on peut le répéter. On peut le répéter. Non, je pense surtout qu'il faut pas avoir peur de remettre en question tout le temps ce qu'on croit pour acquis. Ce qu'on prend pour acquis, c'est-à-dire que on est dans un monde. Il y a un reproche que j'ai vis-à-vis de certains profils que j'ai pu croiser dans cette industrie, de gens qui sont vachement sur d'eux et où finalement quand tu discutes avec eux, il y a une vérité, il y en a pas deux. Les choses, elles sont comme ça et c'est comme ça depuis tellement longtemps que en fait, t'inquiète, c'est comme ça. Et je pense que c'est ce genre de comportement et c'est ce genre d'idées reçues et de certitudes qui ont conduit l'industrie dans le mur quand elle était en crise. Et je pense qu'aujourd'hui, l'industrie, elle est confrontée à des grandes difficultés, que personne n'est sauvé, ça c'est sûr, qu'il y a des éléments d'optimisme, il ne faut pas non plus s'auto-flageller, mais qu'il y a des éléments d'optimisme. Et je pense surtout qu'il y a un besoin, et c'est pour ça que j'aime beaucoup le travail que fait Émilie sur la nouvelle onde et cette détection des jeunes talents. Je trouve que c'est hyper intéressant justement, de gens qui pensent pas comme les générations d'avant, qui sont pas aveuglés, mais aveuglés c'est peut-être un peu fort comme mot, mais en tout cas qui ne sont pas influencés par toute cette façon de travailler de l'industrie depuis 40 ans,
où finalement, oui, et certainement, il y avait de très bons professionnels, des gens qui faisaient les choses très très bien et qui continuent à les faire vachement bien, mais il y a aussi des gens qui sont allés dans le mur en klaxonnant, et ça, il faut pas l'oublier. Bien sûr. Est-ce qu'il faut, selon toi, avoir forcément un diplôme pour pouvoir être efficace? Est-ce qu'on peut apprendre sur le terrain? Ouais. Personnellement, moi, les diplômes que j'ai passés m'ont servi absolument à rien dans ce que je fais aujourd'hui. Peut-être à m'apprendre un peu à réfléchir ou à des choses comme ça, mais ça, il n'y a pas besoin d'un diplôme pour apprendre à réfléchir. Il faut juste être, encore une fois, curieux et un peu travailleur. Ça, c'est pas tant la question. Alors évidemment, ça aide, mais je trouve qu'on a une industrie qui, pour le coup, est moins obsédée par les diplômes que d'autres. Tu vois, j'ai bossé dans le luxe, j'ai bossé pour le luxe beaucoup lors de ma première boîte. L'obsession du diplôme, elle est beaucoup plus forte là-bas. Moi, je trouve qu'il y a des gens qui n'ont pas de diplôme et qui ont beaucoup de talent, qui ont eu leur chance et qui ont su l'exploiter dans la musique et qui aujourd'hui ont rien à envier à des gens qui ont fait une grande école de commerce ou quoi que ce soit, quoi. Oui, bien sûr. Moi, c'est ce que je prône aussi un petit peu. Alors, j'ai une part autodidacte, j'ai des diplômes, j'ai un bac littéraire, j'ai un BTS management, j'ai un diplôme d'attaché de presse. En soi, j'ai pas appris une compétence précise qui m'aide tous les jours, j'ai appris un ensemble de choses qui m'aident à réfléchir, à me positionner, et surtout, ma part autodidacte, tout ce qui va être communication, marketing digital, je l'ai appris en fouillant, en étant curieuse, et c'est ce qui me rend, je pense, habile, parce que j'hésite pas à créer mes propres process pour trouver une solution aux besoins que je rencontre. Et ça, c'est quelque chose que j'ai essayé d'influer à mes stagiaires, et c'est ce qu'on c'est ce qu'on découvre aussi dans l'épisode qu'on a tourné tous les 4 ensemble, c'est que je ne reste pas bloquée sur un truc que je ne connais pas, je vais essayer de trouver des solutions, à fouiller le web en long, large et en travers pour avoir une technique qui va m'aider à résoudre ce besoin, ce problème, et du coup à créer mon propre process et à le répliquer, et etc., et à toujours évoluer. Et je pense que c'est aussi un peu l'avantage de tâter sur le terrain, de faire ses preuves sur le terrain, c'est qu'en soi, il n'y a pas une seule solution, et c'est pas la solution forcément qu'on apprend à l'école, c'est la solution qu'on crée pour répondre à un besoin et au problème précis. Bien sûr, et puis je crois très sincèrement que on est dans en tout cas moi depuis je suis dans cette industrie-là, elle s'est tellement renouvelée, les codes ont tellement changé. Je suis arrivé dans une industrie où les leviers marketing, alors je vais être un peu grossier quand je vais dire ça, mais c'est quand même pas faux, se limiter à faire télé, radio, presse, et puis une fois que c'était fait, quoi. Et puis il y avait rien d'autre à côté. Regarde aujourd'hui les possibilités qui existent. Donc on voit bien qu'on est dans un truc qui est en train d'énormément évoluer, qui a énormément évolué, qui ne cesse voilà, qui est mouvant. C'est une matière vivante. Et donc dans les matières vivantes, tu peux pas rester sur de la théorie, voilà, il y a pas de règles en fait dans les matières vivantes. Il y a pas de règles, quoi. Il y en a jusqu'à ce que ça marche plus. Et il faut être suffisamment ouvert et curieux pour comprendre quand ça marche plus et pour pas aller trop loin sur une formule, quoi. Et donc c'est là où je te dis se remettre en question beaucoup, remettre en question les prises de parole, enfin entre guillemets même dans tes prises de parole et autres avec les artistes, c'est souvent moi je me rends compte avec les artistes avec qui je travaille, c'est une idée qu'on te soumet qui va à l'encontre complètement de ce que tu crois, de tes convictions, et puis finalement quand elle fait son petit bout de chemin dans ta tête, tu te dis tiens c'est pas si con que ça, effectivement il faudrait la tester, et puis quand tu la testes tu dis non c'est loin d'être con, et en fait ça marche hyper bien, et puis ça revient à mettre en question toute ta façon de concevoir le sujet, et c'est ça qui est vachement bien en fait, c'est de se laisser désarçonner un petit peu. Je pense que c'est ça qui est important. Les gens les plus efficaces, moi, que je vois aujourd'hui, c'est des gens qui se laissent un peu désarçonner dans leur certitude et qui n'ont pas peur, en fait, quand ça leur arrive. Et je trouve qu'en plus, c'est passionnant de réinventer. En tout cas, de retester des choses, de ne pas rester dans quelque chose de bloquant, tu sais, quelque chose de rigide, où finalement, le temps passe, les choses évoluent, surtout dans l'industrie actuelle, surtout avec le digital, etc. C'est passionnant et c'est, j'ai envie de dire, nécessaire. Ah de toute façon, là, on le voit bien. Enfin, le Covid et ce confinement et puis cet arrêt complètement pour le live et ce ralentissement pour les autres parties de l'industrie montre bien que ce schéma-là qui est hérité en tout cas la construction des rapports entre les différents acteurs, que ce soit artistes, producteurs, éditeurs, etc., hérité d'un autre monde, parce que finalement tout est hérité d'un autre monde, et ce qui fait d'ailleurs, et on pourra y revenir, je sais pas si c'est une des questions que tu as dans ta liste, mais toutes ces questions quant à la rémunération des artistes sur le streaming, etc., vient d'un anachronisme total entre les contrats qui sont signés
et les modèles de rémunération aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a des contrats qui sont conçus pour un modèle de propriété, et donc qui sont plus adaptés dans notre époque de l'accès, parce qu'aujourd'hui les gens payent l'accès, ils payent pas la propriété. Donc comme ils payent pas la propriété, qu'ils payent l'accès, tu peux pas imaginer la même répartition de revenus. Et donc ça pose des problèmes entre guillemets, ça, à l'origine, enfin à la base de toute chose, ça crée des problèmes. Donc tu vois bien que les choses sont en train de changer. Là, je te spoil le sujet de mon podcast de cette semaine, mais je parle évidemment parce que j'ai trouvé ça hyper marrant et à la fois très intéressant. La prise de parole de Kanye West vis-à-vis de ses masters, où là son objectif, c'est de récupérer ses masters, surtout sur les 6 premiers albums, quoi. Et qu'en plus aujourd'hui, en tout cas vu le capital qu'il a accumulé, ce bon Kanye West, il a les moyens de se remettre à la table de négociation et de racheter ses masters si Universal daigne entre guillemets négocier avec lui, mais qu'aujourd'hui en face de lui il y a personne qui veut négocier parce que c'est l'asset principal de Universal. Enfin, c'est le même cas pour les autres majors, hein, et que lui dit non, moi je suis un espèce d'esclave moderne d'une boîte qui se gave sur mon dos. Alors évidemment, au niveau de Kanye West, quand il publie ses contrats, ça fait un peu rire jaune, j'imagine, toute l'industrie, puisque c'est des contrats avec plusieurs millions de dollars d'avance à chaque fois. Enfin bon, voilà, évidemment, les conditions sont telles que ça peut sonner un petit peu creux pour beaucoup d'artistes. Mais je pense qu'il faut pas s'arrêter là. Il faut aussi voir le fait que lui dit que vu l'explosion à venir du streaming, le fait que les artistes ne soient plus propriétaires de leur master rend forcément l'équation pas faire pour eux. Et ce sera injuste, quoi. Et donc c'est, encore une fois, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de méchant là-dedans. C'est qu'il y a juste un décalage entre la façon qu'on a de faire, ou en tout cas d'envisager le business à l'heure actuelle, et les besoins que les artistes ont déjà aujourd'hui et auront encore plus demain. Et je pense que de toute façon, le salut de toute cette industrie est sur un rééquilibrage à terme des contrats en faveur des artistes. Quand j'étais chez Deezer, moi je me souviens, ça me foutait un petit peu hors de moi à l'époque de dire non mais attendez, vous dites que le streaming ne paie pas, mais en fait moi Deezer, je n'ai pas de contrat avec un artiste, j'ai un contrat avec un distributeur qui m'amène la musique d'un artiste, qui est produit par un label. Enfin, tu vois ce que je veux dire, il y a un millefeuille en fait. Et le fait que l'artiste à la fin ne soit pas justement rétribué pour sa musique, et ça je le partage, n'est pas le fait, en tout cas à mon sens, et même si tu peux mettre beaucoup de bémols là-dedans, et je sais qu'il y a plein d'artistes qui vont hurler à ce que je dis, mais c'est ma conviction, ne vient pas du fait seul du streamer. Le streamer, il donne à peu près 70% de son chiffre d'affaires, donc tu peux difficilement lui demander d'aller beaucoup plus loin, quoi. Donc voilà, moi je pense qu'au milieu, il y a quand même un intermédiaire qui à un moment doit être un peu challengé. Absolument. Ce qui me permet de te demander, est-ce que selon toi, tu considères qu'un ou une artiste doit être un entrepreneur qui doit donc savoir gérer son projet, sa promotion, comprendre ses contrats et donc envisager sa carrière comme un business ? Alors, je sais que ça va... Il y a beaucoup d'artistes qui sont pas prêts à ça et qui aiment pas ça, quoi, qui veulent pas être là-dedans, qui s'ils ont fait le choix d'être artiste, c'est pas pour devenir entrepreneur par ailleurs. Malheureusement, je pense que ceux qui sont comme ça se compliquent les choses et que je pense que dans le monde actuel, c'est encore une fois, soit tu fais confiance au système tel qu'il existe en prenant plein de risques, c'est-à-dire en prenant le risque que finalement, même si tu as des succès aujourd'hui, la structure du deal que tu as fait ne t'assure pas une pérennité pour plusieurs années et t'assure pas une carrière parce que tes revenus ne seront pas suffisants, et du moment où tu arrêteras ou en tout cas l'intérêt du public diminuera pour tes productions, ce sera le champ du cygne, et que ceux qui sont capables d'être un peu entrepreneurs, d'être un peu malins, d'être un peu do it yourself, c'est un peu ça, et d'être très proches de leurs fans, sont des gens qui se facilitent un peu les choses. Alors donc je serais moins radical, je pense que c'est pas une obligation, mais je pense que si tu veux pas l'être, tu te compliques les choses, et que la capacité d'un artiste à bien comprendre son environnement business et son environnement au-delà de l'environnement business, mais surtout à comprendre comment il faut penser sa relation avec ses fans, mais ce qui est un élément du business central, se rend service. Mais penser aussi sa relation avec les partenaires. C'est tout l'objectif de Justin Tune, c'est donc de pouvoir comprendre avec qui on va pouvoir travailler, comment est-ce qu'on s'adresse à cette personne-là, donc quelle est sa langue, de quoi on va parler et qu'est-ce que vont être les points de négociation, si négociation il y a. Et alors, moi, le terme entrepreneur de la musique, j'aime le dire, mais je comprends que ça peut défriser des cheveux.
et hérisser des poils, ou peut-être l'inverse, je sais plus. Peu importe, le message est passé. Du coup, je préfère nuancer en disant le sens de l'entrepreneuriat dans son projet, dans sa carrière artistique, est plus dans le fait de passer à l'action, dans le fait de poser des questions et de ne pas rester sur place en attendant que le nuage passe et d'attendre en fait vraiment ça. Enfin, si personne ne le fait et si toi tu ne le fais pas, d'abord personne ne le fera pour toi et tu peux pas t'assurer que entre guillemets que le travail peut être bien fait si tu ne sais pas de quoi tu parles. Donc c'est important déjà d'avoir un coup d'œil généraliste à l'écosystème, au métier de chacun pour le comprendre, pour pouvoir poser des questions et pour pouvoir déjà se rassurer et assurer un fonctionnement plus, moi on va dire, plus optimal de son projet, dans la direction choisie et pour aller vers sa vision, quoi, en fait. Bien sûr. Mais de toute façon, au début, tu n'as pas vraiment le choix que de tout faire toi-même. C'est-à-dire que si tu veux que ton projet tienne la route, tu es obligé de tout faire toi-même. Donc à un moment, il va falloir que tu développes ne serait-ce qu'une petite expertise sur certains sujets pour t'y être déjà confronté. Et donc je pense que c'est comme ça. Il faut pas voir ça comme enfin, tu sais, c'est comme chaque fois que tu regardes le haut d'une montagne. Si tu regardes le haut de la montagne, tu montes jamais, quoi. Un pas après l'autre, tu finis par y arriver. Donc le mot entrepreneur peut faire hyper peur à certains artistes qui se lancent, etc. Et puis il y a un côté responsabilité, enfin qui est hyper dur. Mais finalement, c'est pour le meilleur parce que le jour où ils rencontrent le succès et où les choses commencent à se passer avec leur public, eh ben, s'ils y sont arrivés, en tout cas, pas seuls, mais en tout cas, s'ils y sont arrivés en étant le plus indépendant, en tout cas le plus autonome possible, parce que indépendant n'est pas forcément le terme que je trouve le plus adéquat, autonome me semble plus intéressant, en étant le plus autonome possible, finalement, ils vont se donner une plus grande chance de dupliquer ce succès ou de le reproduire à l'infini, évidemment, dans l'idéal. C'est clair. Petite question, plus sur le web, sur le digital. Alors, je pense que tu as déjà entendu ça. Pas mal d'artistes qui disent de toute façon, moi, les réseaux sociaux, j'aime pas, je veux pas m'en occuper, fais-le. Mais avant toute chose, avant d'être sur les réseaux sociaux, faut-il obligatoirement avoir une présence digitale pour faire exister sa musique ? Aujourd'hui, j'en suis absolument convaincu. J'en suis absolument convaincu et la crise du Covid, la crise de la Covid, pardon, le prouve encore plus. Mais moi, ce que je dis souvent aux jeunes artistes avec qui je travaille, c'est que avant même de penser au DSP et de leur présence sur Spotify et autres, c'est leur présence sur les réseaux sociaux et sur les bons réseaux sociaux pour eux qu'il faut qu'ils pensent. Je pense que, juste pour finir sur ce truc-là, mais je pense que déjà, il s'agit de choisir le bon réseau social et que, en fonction de ton projet, il n'est pas forcément utile d'aller te perdre sur des réseaux sociaux qui sont absolument pas en termes de cible, enfin en termes d'audience, qui sont absolument pas en adéquation avec ton projet. Bon, voilà, il faut passer un petit peu de temps à réfléchir à ça. Il y a des façons de faire, et puis ça c'est un vrai travail. Et une fois que c'est ça, finalement, aujourd'hui, alors je pense à Instagram particulièrement, mais finalement Instagram aujourd'hui, c'est ton EPK. C'est ton EPK Instagram aujourd'hui. Donc si t'as pas d'EPK et si quand quelqu'un entend parler de ton projet et qui cherche à en savoir plus, en 3 clics, il n'est pas capable d'avoir l'information qualifiée, il va passer au groupe d'après. C'est clair. Et malheureusement, des gens qui ont du talent, il y en a plein. Parce que beaucoup de gens qui ont du talent aujourd'hui n'ont pas grand-chose à faire pour l'exprimer et pour rendre ce talent disponible de la majorité. La question, c'est l'attention aujourd'hui. Et donc, si tu veux attirer l'attention sur ton projet et sur ton talent, il faut avoir, je pense, en tout cas, des assets digitaux qui soient intelligents, bien construits, qui montrent ton projet, qui le montrent fidèlement, qui montrent qui tu es toi par ailleurs, qui soit pas uniquement une espèce de catalogue d'extraits musicaux. Je pense que c'est pas ça aussi qu'on va chercher, mais on va chercher de l'émotion, on va chercher des choses comme ça. Et puis après tu as TikTok, enfin tu as plein de fonctions qui sont remplies par des réseaux sociaux et de fonctions différentes qui sont remplies par des réseaux sociaux. Mais je pense que aujourd'hui c'est hyper important pour les artistes de bien se poser ces questions-là. Et moi je pense que partir en croisade contre les réseaux sociaux aujourd'hui, pour un artiste, ça tient plus de la conviction déplacée que du bon move. Comment est-ce qu'on choisit son réseau social ? Alors, tu l'as énoncé au niveau de la cible, de l'audience. Aujourd'hui, est-ce qu'il est toujours efficace d'avoir sa page Facebook d'artiste, tout en sachant que l'algorithme baisse au niveau des machins ? Ça dépend de ton projet, en fait, parce que tu n'auras pas la même audience sur Facebook. Ça dépend de ton pays, parce que selon le pays où tu es, tu n'auras pas la même audience sur Facebook non plus. Donc, c'est assez particulier en fait. Je pense qu'il n'y a pas de règle là-dedans. La seule règle, c'est de se poser la question, de bien réfléchir au cas par cas à ce qui convient le mieux. Vraiment.
Je crois pas qu'il y ait de formule pour les artistes. Je pense c'est aussi ça qui est passionnant, c'est que chaque fois qu'on est confronté à un nouveau projet, on rentre dans un univers différent avec des règles différentes. Alors même s'il y a des choses qui se répètent au fil du temps quand même, la majorité du temps, on est quand même confronté à des particularités, et que ces particularités-là, il faut arriver à les traiter, il faut arriver à les retranscrire en termes de choix de réseaux sociaux, mais de choix éditoriaux sur ces réseaux sociaux, de choses comme ça. Et puis après, il y a aussi une question d'appétence, c'est-à-dire que si le format vidéo te rebute totalement, il va falloir que tu fasses entre guillemets des choix un peu différents que si tu es une star de la petite vidéo et que tu es hyper créatif là-dessus, que tu es hyper à l'aise, tu vois. C'est encore une fois, c'est le cas particulier en fait qui fait la bonne règle. C'est ça. C'est ce que j'allais dire parce que, par exemple, Naya, que j'ai eu dans les bonus du podcast Dans la tête 2, donc au mois d'août, elle explique que elle faisait des lives sur Facebook, ensuite qu'elle repostait sur YouTube, etc. Et que c'était une corvée. Elle n'arrivait pas à être bien. C'était non pas faux, mais trop contraignant. Et alors que Naya, c'est une geek. Comment ? Elle s'est épuisée et du coup elle a eu non pas la présence d'esprit, mais en tout cas la prise de recul de réfléchir à mais qu'est-ce que j'aime faire, quel est mon univers et quel est le message. Et en fait Naya c'est une geek, elle est née sur internet, elle utilise internet tout le temps, c'est les jeux vidéo, tout ça. On le retrouve vachement dans sa musique et dans ses clips et du coup elle a réfléchi, elle a dit mais mince, moi ma plateforme c'est Twitch. Et du coup, elle fait du live stream et du coup, elle reposte ses vidéos ensuite, des extraits sur ses réseaux sociaux et ça roule et elle s'amuse et sa communauté l'a suivi là-bas parce que ça fait sens. Et c'est ça qui est important. Et c'est ça en fait, retrouver le sens dans sa communication, ne pas être à des endroits parce qu'il faut être à des endroits. On va pas vous forcer d'aller sur Twitter si c'est un réseau social dont vous ne savez pas utiliser, votre cible n'y est pas, mais en plus si c'est trop relou pour vous, soyez à des endroits où c'est utile, où vous êtes encore créatif et où est-ce que votre audience peut vous trouver. Ça sert à rien d'être de partout pour être partout. Et puis au fur et à mesure, je pense que de toute façon, être partout pour être partout, c'est le meilleur moyen de s'épuiser, comme tu donnais l'exemple de Naya, mais je pense qu'il y en a plein d'autres d'artistes qui ont vécu ça, c'est-à-dire que tu t'épuises à vouloir faire tout, partout, tout le temps. Du coup, tu perds du temps, en tout cas, tu n'as plus le temps de revenir sur ce que tu fais. Donc, comme tu n'as plus le temps d'être critique sur le travail que tu fais, tu ne sais plus ce qui sert et ce qui ne sert pas. Et comme tu ne sais pas ce qui sert et ce qui ne sert pas, tu ne sais pas comment répartir ton temps. Donc, tu es dans un cercle vicieux où tu as de moins en moins de temps et que le temps que tu passes n'est pas forcément consacré aux choses les plus efficaces, en tout cas qui servent le mieux ton projet. Donc tu t'épuises. Et c'est comme ça que beaucoup lâchent l'affaire. Bien sûr. Et donc pour moi, le vrai risque, il est là en fait. Le vrai gros risque, il est de ne pas prendre le temps de comprendre la spécificité de son propre projet. Parce que ce qui est marrant, c'est que beaucoup d'artistes ont, et ça c'est vraiment un conseil que je leur donne, c'est que prendre du recul sur son projet, c'est pas facile. On croit vraiment que c'est facile. Beaucoup de gens disent non, mais moi j'ai beaucoup de recul, tout. Mais en fait, c'est comme dans la vie, quoi. Avoir du recul sur soi, c'est très complexe. Très compliqué. Et ça demande du temps, et ça demande, voilà, bon, évidemment beaucoup d'humilité, mais voilà, je pense que c'est important de prendre du recul et de se dire bon, ok. Et déjà, si tu peux ne pas te jeter tête baissée dedans, ça évite d'avoir besoin de prendre du recul ensuite, mais d'essayer de rationaliser ce que tu fais. Et à cet égard, je pense que c'est important de bien séparer la partie artistique, la partie créative, avec la partie réseaux sociaux. Quand tu es sur les réseaux sociaux, c'est vachement bien d'être créatif sur les réseaux sociaux, mais tu es créatif sur les réseaux sociaux pour attirer une audience. Oui. L'objectif, c'est pas, entre guillemets, de montrer à quel point tu es un bon artiste. Tu vois, il s'agit d'être créatif pour arriver à surnager d'abord. Après, tu arriveras à montrer, entre guillemets, mieux qui tu es, etc. Mais d'abord, l'objectif, c'est de se faire remarquer, quoi. T'es dans une mêlée avec un brouhaha, et que si tu commences par dire tout doucement que toi, c'est un peu différent, personne t'entendra, en fait. Et donc, il faut trouver à un moment une possibilité de se faire entendre. Et que donc, ce n'est pas la même façon d'être créatif que quand tu composes, quand tu écris, etc. Oui. Pour gagner du temps, j'imagine que souvent, alors c'est pas j'imagine, mais les artistes, les professionnels qui doivent utiliser leurs réseaux sociaux souhaitent déléguer cette tâche à un expert, donc quelqu'un comme toi par exemple. Est-ce que c'est une bonne idée ? Faut-il déléguer sa communication à un tiers ? Et si oui, à partir de quel moment ? Non, sûrement pas. Je pense que déléguer, c'est le pire mot que la personne puisse te dire. Moi, il m'est arrivé plein de fois d'avoir des gens qui m'appelaient en me disant non, mais nous, on a besoin d'un community manager. J'en suis sûr. Je suis vachement content pour vous, mais moi, c'est pas mon métier.
Moi, mon métier, c'est pas d'aller répondre aux commentaires pour vous, c'est pas de vous accompagner dans le quotidien de la gestion de vos réseaux sociaux, c'est de vous aider à rationaliser le temps que vous y passez, c'est de vous aider à être bien sûr que vous avez une stratégie et que vous l'exécutez. Mais derrière, le but du jeu, c'est aussi que vous ayez, je reviens à ce que je te disais au début, c'est aussi que rapidement, vous n'ayez plus besoin de moi. Oui. Et que si tu délègues, tu te rends dépendant d'un tiers. Et d'un tiers que tu paies, en plus. Oui. Donc, je pense pas que ce soit une bonne... Et qui n'est pas toi. Et qui n'est pas toi. Donc, tout le savoir-faire t'échappe. Moi, le but du jeu, c'est que au fur et à mesure qu'on avance avec l'artiste ou les artistes avec qui je travaille, ils aient de moins en moins besoin de moi. Et c'est ça ma fierté. C'est quand une collaboration s'arrête après avoir bien bossé ensemble. Ça, c'est parfait. Je suis d'accord. Alors, est-ce que tu as des bonnes pratiques à nous dire concernant, donc, par exemple, la gestion de ses réseaux sociaux, de son image sur le web, des choses qui peuvent aider les artistes et les pros qui nous écoutent à ne pas perdre du temps, à savoir quoi, comment faire les choses, comment est-ce qu'on ne se fatigue pas? Moi, la seule bonne pratique, la seule règle qui me vient comme ça, alors peut-être qu'il y en aurait d'autres si tu me laissais un peu plus de temps, mais là, ce qui me vient comme ça, c'est, bon, évidemment, de faire du test and learn, hein, c'est de voir, tu prends une idée, tu la testes, tu vois si ça fonctionne, voilà. Mais surtout, c'est quand tu décides quand tu as une idée qui t'a plu et que tu l'as testée, que tu décides de la dupliquer et que tu donnes des rendez-vous aux gens, c'est de pas les décevoir. Il y a trop de gens, je vois trop de gens qui partent sur des idées, qui font un jour une vidéo, qui vont dire tiens là je vais faire une cover comme ça et puis tiens je vous donne rendez-vous, on va en refaire, puis qui les refont jamais en fait. Et donc du coup je pense que tu perds un peu les gens qui te suivent quand tu fais ça. Donc les réseaux sociaux c'est un peu un truc qui est pris à la légère quelquefois par certains artistes ou certains labels. Et je trouve que, enfin de moins en moins maintenant, hein, faut pas déconner non plus, mais je trouve surtout que c'est pris à la légère quand ils disent bon finalement on va louper le rendez-vous cette semaine et on passera. Mais non, je pense que c'est ça le gros risque, il est là en fait. Parce que si tu loupes le rendez-vous une fois, tu le loupes deux fois, et encore une fois, on est dans une économie de l'attention. Donc la question, elle n'est même pas de savoir si un autre artiste va venir te piquer la place, mais c'est un autre contenu qui va venir te piquer la place, c'est un autre temps, en tout cas, c'est un autre élément pour passer son temps. Et pour attirer l'attention des gens. Donc ça va être Netflix, ça va être du jeu vidéo, ça va être d'autres choses. Mais donc le temps que les gens ne vont plus passer à venir à ton rendez-vous, c'est du temps qu'ils vont aller passer à faire autre chose. Et ça, des points d'attention, ils en auront de toute façon. Donc si toi tu perds ce moment-là, si tu arrives à créer ce momentum et que tu le perds, t'as travaillé pour rien. C'est vachement dommage. Enfin, c'est un truc que je trouve, par exemple, tu vois que les youtubeurs ont hyper bien compris et qu'ils ont réussi vraiment, vraiment à mettre en place. Les rendez-vous des youtubeurs sur la publication de leurs vidéos, c'est un truc tout con, mais ça marche hyper bien, quoi. Ils ont compris la même chose que sur les rendez-vous médias, tu vois. Ils ont bien compris qu'à un moment, tu avais ton public, tu avais l'attention de ton public et qu'il était prêt à venir voir ta vidéo et qu'il avait besoin que ce soit à une heure fixe, à un jour fixe, et d'avoir une nouvelle vidéo à un jour fixe. Et quand il n'y en avait pas, de le savoir à l'avance. Je pense juste à McFly et Carlito, par exemple, tu vois, le rendez-vous, alors je sais pas s'ils sont toujours le dimanche à 10h, mais le rendez-vous dimanche à 10h de McFly et Carlito, c'est devenu le nulle part ailleurs des moins de 18 ans depuis 4 ans, 5 ans, même plus. Absolument. Et du coup, ce rendez-vous-là, il a pris un poids dingue parce qu'ils l'ont tenu. Et parce que tous les gamins, dans leur cours d'école, le lundi matin, savent que s'ils n'ont pas regardé le dimanche le McFly et Carlito, il va leur manquer un truc, quoi. Alors moi, du haut de mon grand âge, c'est les inconnus quand j'étais petit qui passaient sur France 2, qui faisaient la télé des cons, ou les nuls l'émission, tu vois, c'est la même chose. Oui. Mais c'était ces moments de, entre guillemets, un peu pop culture qu'il y avait à l'époque et qui sont devenus assez mythiques. Mais si tu les connaissais pas, tu passais pour un benet. Enfin voilà. Et donc je pense que c'est important maintenant que les artistes ont accès aux mêmes outils hyper facilement et qui peuvent développer leurs propres médias, parce que ça, c'est quand même une possibilité qui est quand même assez unique. Et c'est vachement dommage qu'il n'y ait pas plus de rendez-vous, en fait. Et à cet égard, moi, je prêche énormément auprès de beaucoup d'artistes avec qui je travaille. En tout cas, c'est pas valable pour tout le monde, mais pour certains, je pense qu'ils ont tout intérêt, par exemple, à développer leur propre podcast. Il y a trop peu d'artistes qui utilisent le podcast comme un vrai levier perso, parce que même s'ils réunissent que leur communauté de fans la plus hardcore sur leur podcast, ils ont leur propre média. Et ils sont là, ils occupent le terrain. Et pour des gens qui produisent de l'audio à longueur d'année, produisent de la musique, produire de l'audio, c'est pas bien compliqué. Après, il faut qu'ils se sentent de le faire, etc. Mais en vrai, c'est pas compliqué pour eux. Ils ont déjà le pain et le couteau pour le faire. C'est ça. Donc je trouve que c'est dommage qu'il n'y en ait pas plus qui s'en saisissent. J'aimerais qu'on parle un petit peu de marques et d'influenceurs, un petit peu
dans l'épisode. Selon toi, le rôle de la musique, donc pour les marques et les influenceurs et vice-versa, c'est quand même un énorme levier de visibilité et donc d'acquisition pour les deux parties. À quel moment un artiste peut et doit réfléchir à des partenariats et comment est-ce qu'on s'y prend ? Alors comment est-ce qu'on s'y prend ? Ça, c'est une vachement bonne question. Et je pense qu'il y a des gens, il y a de plus en plus de gens maintenant dans notre belle industrie qui deviennent qui sont devenus très très forts pour créer des ponts et entre guillemets créer des bonnes rencontres entre les marques et certains artistes. Moi, je crois que, et j'en parle assez régulièrement dans Explicit, je crois que ce qui fait un bon deal entre une marque et un artiste, c'est quand l'artiste a autant envie que la marque que ce que la marque a envie de l'artiste. Et souvent, c'est beaucoup la marque qui a envie de l'artiste, et l'artiste n'a pas très envie de la marque, et il le fait parce que finalement, pour son PNL ou pour ses revenus, c'est quand même pas mal, quoi. Bon. Quand ça se passe comme ça, malheureusement, c'est souvent la montagne, c'est la montagne qui accouche d'une souris, et on s'en souviendra plus dans quelques temps, et souvent c'est tant mieux qu'on s'en souvienne plus parce que le partenariat n'était pas foufou. Mais quand l'artiste a autant envie de la marque, qu'il est vraiment dans un truc qui lui plaît, qu'il botte bien, que la marque a envie de l'artiste, là je trouve qu'on est dans un truc qui est hyper vertueux et qui est très intéressant parce qu'on arrête de faire de la pub et on parle d'expériences communes, de valeurs communes et de l'histoire respective d'un artiste vis-à-vis d'une marque et forcément d'une marque vis-à-vis d'un artiste, parce que forcément un artiste vis-à-vis d'une marque va dire mais cette marque elle est hyper importante pour moi parce qu'elle m'a servi à me construire, elle m'a servi à grandir et que c'est essentiel pour moi de vous en parler aujourd'hui. En tout cas je suis hyper fier de faire un deal avec eux, je suis vachement flatté qu'ils aient pensé à moi. Ok, mais d'un autre côté, pour la marque, c'est de dire, mais toi, artiste, tu représentes toutes les valeurs que nous on a envie d'incarner, et on est hyper fiers d'être représenté par toi parce que tu incarnes les valeurs qu'on voudrait aujourd'hui faire transpirer à travers notre marque. Et quand tu tombes là-dedans, il y a quelque chose de je trouve vachement sain à faire, évidemment qui financièrement est intéressant. Alors souvent évidemment pour l'artiste, mais également pour la marque parce que c'est quand même des leviers qui sont hyper puissants. En tout cas quand c'est pensé comme ça, parce que tu parles à la communauté de l'artiste avec beaucoup plus de crédibilité. Et là, on revient sur les mécanismes de l'influence. Finalement, l'influenceur, tu sais, c'est une image pour expliquer ce qu'est un influenceur que j'emploie souvent. C'est la parabole de l'ami commun, quoi. Si tu vas dans une soirée, que tu as quelqu'un qui a une grande gueule, qui passe sa soirée à t'expliquer qu'il a fait ci, qu'il a fait ça, chose, machin, si tu le connais ni d'Ève ni d'Adam, tu vas avoir tendance à dire, mais qu'est-ce que c'est que ce mytho? Et si en revanche, tu as un ami commun qui dit, non, mais en fait, c'est vrai tout ce qu'il te dit là. Et là, tu vas dire, ah ouais, attends, il a fait plein de trucs, cette nana ou ce mec, tu comprends? Et c'est ça l'influenceur, en fait. C'est l'ami commun qui dit, non, mais en fait, c'est vrai. Et c'est donc à ça aussi que l'artiste sert. Quand il a vraiment un truc pour une marque et qu'il y a quelque chose qui se passe bien, il sert aussi à dire, non, mais en fait, moi, ça me plaît. C'est un produit qui me plaît, c'est quelque chose qui m'intéresse, etc., etc. Donc, il y a, je trouve, beaucoup de mauvais deals et beaucoup de mauvaises associations, mais ça, on peut pas en vouloir aux gens de tenter des coups. Mais quand ça fonctionne bien, là c'est hyper puissant. Et je pense au Travis Scott McDonald dont j'ai parlé il y a pas longtemps là dans Explicit, et qui a évidemment des frayeurs chroniques, mais il y en aurait plein. Là c'est hyper bien senti. C'est hyper bien senti, et ne serait-ce que dans la ligne de merch que Travis Scott a développée avec McDonald et qui vont évidemment sur son site en édition limitée. Enfin lui c'est un génie. Bref, on pourra en reparler après. mais voilà, il y a un truc où tu sens que le mec il a envie. Et que le mec, il a envie de créer toute une ligne dérivée, des trucs un peu vintage de McDo, que ça lui parle, que ça parle à son équipe créa. Enfin voilà, ça fonctionne, quoi. Et de l'autre côté, le mec, c'est le premier gars qui a un signature 1000 depuis Michael Jordan. Donc bon, c'est ça. Ça prouve qu'il y a quand même un petit engagement de la part de McDonald's et qu'ils ont un peu envie de s'associer à lui. Et donc en fait, là-dedans, tu arrives à des choses qui sont je trouve qu'ils sont hyper valorisantes. Et comment on fait ? Quand on est un artiste ou on est red dingue d'une marque et qu'on a envie de bosser avec cette marque, comment est-ce qu'on fait pour essayer de décrocher ce deal-là ? Je pense que c'est difficile parce que c'est toujours au moment où tu commences à être dans une forte notoriété, en tout cas en ayant vraiment pignon sur rue, que les deals arrivent. Donc soit t'es avant ce moment-là et il faut trouver la marque ou les marques qui parlent à ta communauté, sachant que ta communauté risque d'être, mettons, tu vois, un peu une niche, et qu'à ce moment-là, tu fais des deals de plus petite envergure, forcément. Et puis après, la difficulté, donc je pense que quand tu es un jeune artiste, il faut être curieux, faut pas avoir peur de démarcher les marques qui te plaisent et de dire finalement, quitte à prendre mon bâton de pèlerin, autant aller voir des gens que j'aime et que je respecte et avoir une vraie histoire à leur raconter, parce qu'ils seront plus sensibles, je pense, à ton projet si tu connais leurs produits ou si tu connais leur marque.
Et puis après, la difficulté quand tu es un artiste un peu plus établi et qui a, on va dire, plus d'attrait marketing stricto sensu pour une marque, c'est de choisir le bon deal. C'est de pas te fourvoyer avec les montants qui te sont proposés, etc., etc. C'est de choisir ce qui fait sens, vraiment. Je comprends. Ok, on arrive vers la fin. J'ai quand même une belle dernière question. Que sont tes meilleurs conseils que tu peux nous délivrer là, aujourd'hui, aux artistes qui nous écoutent et aux professionnels qui accompagnent ces artistes et qui, j'espère aussi, nous écoutent? Bah écoutez Explicit, bien sûr. Non, je plaisante. Mais si, allez-y. Non, mais bien sûr, jetez-vous, écoutez. Non, mais oui, je pense que c'est d'être curieux, de lire plein de trucs et de pas avoir peur d'aller lire en anglais. S'il le faut, il y a des outils de traduction qui sont finalement pas si mal foutus que ça. Si l'anglais vous rebute, ouais, exactement. Et puis c'est de pas trop écouter les gens qui vous disent que c'est pas possible. Ah. En fait. Ça, c'est beau. Non, mais c'est vrai. Bah, après, c'est hyper bateau, mais voilà. Moi, je pense que quelquefois... C'est comme d'être curieux. Ouais, non, mais voilà, c'est que les choses sont tellement en train de changer que même quelqu'un qui a énormément d'expérience, moi, ça m'est arrivé, le nombre de fois que ça m'est arrivé de dire des conneries à des artistes et après coup, de repenser à ce que j'ai dit, de me dire, mais qu'est-ce que t'aurais mieux fait de te taire? Tu vois? Ben oui, mais je pense qu'il faut pas être découragé, quoi. Il faut pas être découragé par les avis des uns et des autres. Que les avis, tout le monde en a un, et qu'à un moment, il faut avoir sa conviction. Moi, ce que je dis souvent aux artistes quand ils me contactent comme ça, suite à des podcasts, des choses comme ça, je leur dis, si vous attendez que ce soit moi qui vous dise si vous pouvez ou pas faire carrière, vous me posez la pire question du monde, quoi. C'est pas à moi de le dire, j'en sais rien, moi. Moi, je sais, entre guillemets, potentiellement, je saurais peut-être vous trouver une stratégie efficace pour arriver au résultat que vous avez en tête. Mais à la base, si vous y croyez pas, personne ne va y croire. Hein. Oui. Donc il faut à la base croire que t'es meilleur que tout le monde et que tu vas tout péter. Moi, je pense qu'un artiste qui a de l'avenir, évidemment du talent, c'est quelqu'un qui croit en lui à mort et qui sait qu'il est meilleur que les autres. Alors, c'est évidemment toujours difficile de dire meilleur dans l'artistique, mais tu vois ce que je veux dire ? Qui sait que lui... Qu'il a sa place à prendre. Ouais, qu'il a sa place à prendre, et puis qu'il est plus légitime que tous les autres mecs qui sont... Ou Nana, d'ailleurs, pardon, excuse-moi, d'ailleurs. Mais que toutes les autres personnes qui sont déjà là, et qui regardent d'en dessous en disant « Ah non, mais moi, je serais meilleur, mais il faut être sûr que tu vas les bouffer. » C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et donc, quand les gens arrivent un peu sur la pointe des pieds en me disant « Ah ouais, mais est-ce que tu crois que... » Je dis « J'en sais rien, si toi tu crois pas, n'y va pas. Hein. » Et quand t'as cette conviction-là, bah déjà, tu te mets une bonne chance d'y arriver. Si t'as pas cette conviction-là, faut pas que tu attendes des autres qu'ils le fassent à ta place. C'est comme un petit mélange de la loi de l'attraction, quoi. Si t'y crois, c'est bon. C'est un peu ça, oui, non, c'est ça. Mais tu sais, moi, tiens, c'est un truc dont je t'ai pas parlé, mais moi, c'était une envie que j'avais, parce que du coup, j'écris forcément chaque semaine pour mon podcast. Mais là, je me suis mis, j'ai finalisé là mon premier projet comme auteur de podcast, mais alors pour le coup de documentaire, de podcast qui n'ont rien à voir avec la musique, documentaire. Là, j'ai travaillé avec une amie qui est une journaliste sur un sujet qui est moi je suis un gros fan de foot et je voulais parler des supporters de foot et de parler des mouvements hooligans, des mouvements ultra, et j'avais envie de créer un podcast depuis un moment là-dessus, mais je me suis toujours dit non, finalement j'ai aucune légitimité à le faire, je me suis toujours un peu caché derrière mon truc. Et puis là finalement on s'est adressé à une boîte de prod qui s'appelle Engel, qui produit des super podcasts, d'ailleurs je recommande leur production, c'est vachement bien, et ces gens, on leur a proposé le projet avec mon ami, et puis ils ont trouvé le projet vachement bien. Ils ont été voir leurs contacts sur les plateformes en leur disant voilà, on a ce projet, on pense que ça peut être super, qu'est-ce que vous en dites, n'ayant aucune référence, mon ami journaliste en avait, mais moi n'ayant aucune référence, ça a mis un peu de temps quand même à partir, parce que tu te doutes bien qu'il y a des gens qui ont déjà plus pignon sur rue que moi dans ce métier-là. Et puis finalement, ils nous ont donné notre chance pendant le confinement, et on a écrit le pilote pendant le confinement. Puis on a écrit le pilote ensemble, et puis après l'écriture du pilote, ils nous ont acheté toute la série, et on a écrit toute la série en 6 semaines. Et là, ça va sortir fin octobre chez Amazon, Audible, donc le service d'audiobook et de podcast d'Amazon, mais je crois qu'il maintenant va être ouvert, le catalogue Audible va être ouvert sur Amazon Music, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'ils ont fait une annonce dans ce sens. Et donc voilà, ce que je veux dire par là, c'est que à un moment, je me suis dit finalement,
je suis persuadé que j'ai un truc à faire qui est au moins aussi bon que ce que font des mecs aujourd'hui. Et puis j'étais accompagné de quelqu'un qui est une professionnelle de l'écriture, donc qui m'a beaucoup aidé aussi à corriger mes défauts et à faire quelque chose qui soit vachement bien senti. Mais ça a été une vraie opportunité. Et encore une fois, je suis allé là-dedans avec peu d'humilité en fait, en me disant non, je suis sûr que c'est vachement bien ce que je vais faire et je suis persuadé que ça peut être top. Et je pense que le résultat est top. Alors grâce aussi au travail de dingue de la boîte de prod, du réalisateur des podcasts, etc., etc. C'est un travail d'équipe encore une fois, mais un projet musical c'est la même chose, c'est un travail d'équipe. Mais à la base, il faut un auteur-compositeur en musique qui fonctionne bien, un interprète si c'est pas le même qui fonctionne bien, ou un groupe qui fonctionne bien, etc., etc. Et chez nous il faut des auteurs qui font un bon boulot, et puis après il faut des gens qui font une mise en onde qui va bien. Et on est arrivé à le faire. Je suis vachement fier du résultat. Et je pense que j'ai réussi à passer le cap parce qu'à un moment, je me suis dit, mais attends, vas-y, arrête de te poser des questions. T'as autant d'arguments et autant de raisons de croire en la qualité de ce que tu pourrais faire que n'importe quel mec qui en fait déjà. C'est quoi le nom du podcast ? Ça va s'appeler Supporter. Yes. Très, très sobrement. Et donc, normalement, fin octobre sur Audible. Et j'ai vachement hâte que ça sorte parce que maintenant, j'ai besoin du feedback maintenant. C'est-à-dire que voilà, ça m'a d'être un peu sûr de moi, ça m'a aidé à avancer. Maintenant, j'ai bien envie de voir si les gens l'écoutent, si les retours sont bons et tout. Je comprends un peu les artistes, tu vois, qui ont fini toute leur phase créative et qui derrière attendent que ça sorte, quoi. Ouais, là, je les comprends un peu. C'est drôle. Je comprends. Le mot de la fin, est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée que tu aimerais que je te pose ? Écoute, je trouve qu'on a fait à peu près le tour. On a bien balayé. Hein. Ouais, on a bien balayé devant notre porte, devant notre porte commune, j'ai l'impression. Non, mais écoute, moi je trouvais que c'était vachement bien. Et puis moi je pense que ce qui est marrant là-dedans, c'est à un moment d'avoir l'occasion de parler de ce qu'on fait, parce qu'en fait, on se rend compte que c'est quand on parle de ce qu'on fait qu'on prend un peu de recul sur ce qu'on fait. C'est très amusant, mais moi, je sais que c'est dans les conversations que je peux avoir dans des exercices comme celui qu'on est en train de faire ensemble, que j'avais fait aussi avec Flavien, du son dopamine. Tu vois, que j'ai eu dans le podcast. Ouais, bien sûr, je sais que tu le connais, c'est pour ça que je le citais. C'est-à-dire que c'est toujours là, en fait, que tu sens trop y penser, sans trop le préméditer. C'est là où tu prends un peu de recul sur ce que tu fais, où tu dis, mais tiens, en fait, c'est marrant, mais je le voyais comme ça, mais je l'ai jamais formulé. Et donc il y a plein de choses qui ressortent de tout ça. Donc voilà. En tout cas, j'ai trouvé ça très plaisant comme exercice. Eh bien, merci. Merci beaucoup d'avoir été là. Avec plaisir. Merci pour ton temps, tes conseils, tout ça. Absolument génial. J'ai très hâte que notre épisode sorte. N'hésite pas à revenir quand tu veux. Ouais, on reparlera de tout ça. Mais en tout cas, je te ferai signe quand Supporter sera sorti pour que tu me donnes ton avis, parce que c'est dédié à des gens qui ne sont pas fans de foot, puisqu'on parle pas de football. En fait, on parle plus de société que de football. Donc, je serais très curieux et très heureux d'avoir ton avis. Avec grand plaisir, ça marche. En plus, j'ai un abonnement Audible, donc c'est voilà. Alors là, tu pourras pas passer à côté, c'est parfait. J'ai plus d'excuses. Exactement. C'est parfait. Merci beaucoup, Pierre, et à bientôt. À bientôt. Salut. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui souhaite se lancer dans l'industrie musicale. Si vous aimez le podcast et son contenu et que vous souhaitez me soutenir, rien de plus simple. Il suffit de commenter, de mettre des pouces en l'air, de me donner des étoiles sur Apple Podcasts, de suivre les réseaux sociaux du podcast et de vous y abonner sur Facebook, Instagram et Twitter au nom de Justin Tuned. Si vous avez des questions, si vous avez des idées pour les prochains épisodes, n'hésitez pas à me laisser votre message en commentaire ou alors directement sur l'adresse mail hello@justintunes.com. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et à très vite pour le prochain épisode du podcast Justin Tuned.